Le suffrage universel est la grande conquête de la démocratie. Mais pour que les électeurs puissent voter librement, il faut leur garantir que le vote est bien secret. Et ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, Patrick Boucheron invite Mathilde Larère à faire l'histoire du secret du vote. Un homme, une voix. Tel est l'adage qui fonde tout pouvoir démocratique, reposant à la fois sur l'universalité du suffrage et l'égalité des voix. Mais à ces deux principes, la Constitution de la Ve République en ajoute un troisième. Le suffrage est toujours universel, égal et secret. Pourquoi doit-il être secret ? Pour garantir la sincérité du vote et protéger le libre choix de l'électeur contre toute tentative de manipulation ou d'intimidation. Ne croyez pas qu'il ne s'agit que de beaux principes et de mots ronflants, c'est très concret. Au contraire, cela renvoie à l'histoire des gestes, des rituels et des lieux de vote. Une histoire attentive à la matérialité des objets, l'enveloppe, l'urne et l'isoloir. Votum, vœu ou voix. Le mot vote vient de loin et nous rappelle les origines antiques, mais en fait surtout médiévales, du suffrage. C'est pourtant au XIXe siècle que se livre la grande bataille du secret du vote. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir d'accueillir Mathilde Larère, qui est historienne des luttes et de l'émancipation politique. C'est elle qui va nous raconter cette histoire pleine de surprises et de rebondissements. Liberté de la presse, droit de réunion, abolition de l'esclavage. Parmi les grandes mesures que prend la Deuxième République française en 1848, il y a aussi le suffrage universel. Ce n'est pas la première expérience. Il avait brièvement été mis en place pendant la Révolution française, entre 1792 et 1794. Puis sous l'Empire napoléonien, mais de manière biaisée, son seul but étant d'asseoir la légitimité du régime. Mais à ces exceptions près, de la Révolution française aux monarchies constitutionnelles qui succèdent à l'Empire, le vote en vigueur est censitaire, c'est-à-dire que le droit de vote est soumis au niveau d'imposition. Ainsi, entre 40% et 90% des hommes en âge de voter étaient exclus des urnes, faute de payer suffisamment d'impôts. Auxquels il faut ajouter les femmes, qui malgré de nombreuses protestations, n'ont jamais eu le droit de vote. Quand en 1848, le suffrage universel masculin est proclamé par la toute jeune Deuxième République, la Constitution rappelle dans son article 24 que le scrutin est secret. Faire l'histoire du secret du vote, c'est regarder les élections non plus seulement en analysant les seuls résultats ou les modalités du droit de vote, mais en étudiant la pratique très concrète, les rituels du suffrage, sa matérialité. C'est un tournant historiographique récent et passionnant parce qu'on se rend compte que le contrôle des technologies électorales, en lui-même, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu de débat, et parce que les dispositifs d'expression, la plus ou moins grande possibilité d'assurer le secret du vote, forcément ça influe sur les résultats. Donc moi, j'ai choisi de vous parler des urnes, parce que l'urne, évidemment, c'est l'objet qui garantit le secret du vote. Vous le voyez, elle est opaque, en bois. Il y a une fente toute petite, ce qui permet de glisser les bulletins sans voir ce qu'il y a écrit à l'intérieur, d'autant qu'au XIXe siècle, les bulletins n'étaient pas dans des enveloppes. Elle est prévue pour être scellée, pour garantir le secret. Les urnes étaient scellées le temps du vote. Donc c'est vraiment l'objet qui matérialise et qui permet le secret du vote. Alors j'ai dit urne, mais ce n'est pas le terme qu'on employait au début. On a longtemps parlé de boîte pour recevoir les bulletins ou boîte à voter. Le mot il vient du latin, donc de l'Antiquité. Il est là pour valoriser le vote et on le retrouve aussi dans l'iconographie. Parce que dans les iconographies de 1848, mais aussi par la suite, souvent l'urne n'est pas présentée comme une boîte, mais comme on peut le voir là, un vase de facture antique. Évidemment, personne n'a voté dans ce type de vase. Alors, l'urne, telle qu'on en a une là, elle s'impose très clairement à partir de 1848. Avant, on votait dans tout un tas de récipients, des boîtes diverses, des vases, des soupières, des troncs d'église même, des chapeaux.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en avril 1848, quand on vote au suffrage universel masculin pour la première fois, c'est un énorme défi d'organisation pour les autorités. Il fallait d'un seul coup faire voter 9 millions d'électeurs. Alors que, pour comparer, sous la monarchie de Juillet, c'était 240 000 électeurs qui votaient. Donc on en a fabriqué beaucoup, des urnes en bois. Et 1000 questions ont assailli les autorités. Où voter? Comment établir les listes? Quel temps de passage dans les bureaux? On avait même demandé à l'Académie des sciences de calculer le temps qui serait nécessaire pour dépouiller les fameux 9 millions de bulletins. Et ben, ça a donné des résultats un peu fantaisistes. Mathématicien et monarchiste, Augustin Cauchy, membre de l'Académie des sciences, rend son rapport le 20 mars 1848. En partant des observations faites lors des récentes élections municipales, il fait ses calculs. Le résultat est effarant. Pour le dépouillement, il faudrait 354 journées de 12 heures. Une année entière. De quoi décourager les partisans du suffrage universel. La solution ? Démultiplier le nombre des scrutateurs qui participent au dépouillement. À Paris, le dépouillement ne durera que 3 jours. Mais comment s'est déroulé le vote ? J'adore cette gravure de Marie-Cécile Goldsmith, qui représente le vote en 1848. Elle mêle allégorie et réalisme. Allégorie avec le vase à l'antique, avec l'allégorie de la République. Mais en fait, ces cortèges d'électeurs qui traversent la campagne eh bien, sont assez proches de la réalité. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1848, on ne votait pas dans sa commune. On votait en fait au chef-lieu de canton. Et donc, les électeurs devaient s'y rendre, ce qui pouvait occasionner des heures de marche. On a une très belle source qui raconte ces premiers cortèges d'électeurs, ces premières élections. C'est les souvenirs d'Alexis de Tocqueville. Alors c'est un noble libéral qui s'était rallié à la République, qui était candidat dans sa circonscription. Et donc il raconte comment le dimanche 23 avril, au matin, les hommes se sont rassemblés sur la place du village après la messe, puis sont partis en cortège, en ordre alphabétique, pour aller voter au chef-lieu de canton. Mais à mi-parcours, voilà notre candidat qui s'arrête, monte sur une butte, fait acte de candidature et donne ce conseil extraordinaire à ses électeurs. Je leur recommandais de ne point se laisser accoster ni détourner par des gens qui, à notre arrivée au bourg, pourraient chercher à les tromper. Et il n'était pas rare que ça arrive, qu'on distribue des bulletins, justement, d'autres noms, comme on peut le voir sous une forme caricaturale sur cette autre gravure qui montre l'élection présidentielle et on voit une pluie de bulletins lancés sur les électeurs. Donc voilà, les électeurs arrivent au bureau de vote en groupe, mais c'est seul que l'électeur va se présenter face au bureau. Il a son fameux bulletin qu'il a plié dans sa poche, il arrive devant le bureau de vote où il ne va pas mettre lui-même le bulletin dans l'urne, mais il va donner son bulletin au président du bureau, qui, lui, va le déposer. Ce qui n'empêche pas le président de bureau de jeter un discret coup d'œil avant de le mettre dans l'urne. Et en fait, ces élections montrent des pratiques qui vont créer une pression sociale, un contrôle social sur les électeurs. Et ça va s'accentuer sous le Second Empire. Sous le Second Empire, il y a toujours du suffrage universel. Napoléon III l'a conservé, mais il ne le conserve pas du tout pour en faire un instrument de la démocratie, mais pour le détourner au service de sa propre légitimité. Napoléon III va pousser le contrôle social et la fraude à des limites jamais atteintes. Ainsi, par exemple, lors des plébiscites, seuls les bulletins oui étaient imprimés, ce qui obligeait à se signaler si on voulait voter non. Et comme chaque bulletin devait être transmis au président de salle, cela lui permettait facilement de l'invalider en le tachant d'encre, par exemple. Et même si le vote communautaire disparaît, plus besoin d'aller au chef-lieu de canton, on vote dans sa commune, les manipulations se multiplient. Listes électorales trafiquées, achat des votes, pression sur les électeurs, urnes à double fond. Les techniques de fraude sont légion et deviennent un véritable sport national. Au lieu de garantir le secret, les urnes masquent la fraude. Sous la Troisième République, pour maintenir, garantir le secret du vote, l'enjeu n'est plus l'urne, mais un nouvel objet, l'isoloir. L'isoloir, où l'on s'isole, où l'on met au secret son bulletin dans une enveloppe, où ensuite c'est l'électeur qui met l'enveloppe dans l'urne, c'est une pratique qui a déjà été expérimentée et développée dans d'autres pays. C'est le cas par exemple en Australie depuis 1857 et ensuite au Royaume-Uni, en Belgique, aux USA. Mais en France, non.
Aussi, dès 1889, quelques députés français reposent la question du secret du vote à l'Assemblée et demandent qu'on développe l'isoloir. La plupart appartiennent à la gauche. S'ils veulent limiter la pression sur les électeurs, c'est pour des raisons démocratiques, mais aussi parce que ça les défavorisait dans les urnes. Et face à eux, ils vont trouver une majorité de notables, de tous bords politiques, mais qui ont tous en commun de devoir leur siège au Palais Bourbon, justement à l'absence de secret et à la pression sur les électeurs. Alors, pour empêcher qu'on installe l'isoloir, les députés vont faire assaut de mauvaise foi. Et la première chose qu'ils font, c'est de se moquer des électeurs, de les peindre comme des imbéciles incompétents. Alors, on les voit qui parlent des paysans qui auraient des mains calleuses, des doigts malhabiles, qui ne sauraient pas mettre des bulletins dans l'urne ou qui confondraient avec leur carte d'électeur. Quand ils ne se moquent pas de l'électeur, eh bien, ils vont se moquer de l'objet, de l'isoloir. Alors, ils le comparent à un confessionnal. Alors, dans une chambre à majorité anticléricale, ça porte. Quand on n'évoque pas tout simplement les cabinets d'aisance et toutes les maladies qui ne manqueraient pas de s'y transmettre. On pourra voir d'ailleurs que plus tard, dans les années 20, pour s'opposer aux revendications des femmes qui n'auront le droit de vote comme 1944, on affirme qu'elles vont confondre l'isoloir avec une cabine d'essayage. Donc il a fallu 3 décennies de débat pour qu'enfin, en 1913, l'emporte la nécessité démocratique d'assurer le secret et la sincérité du vote. Donc le rituel qui est le nôtre, il n'est pas si ancien que ça. Les nouvelles pratiques s'enracinent dans notre vie citoyenne, parce qu'elles mettent en scène le secret du vote, mais pas seulement. À quoi tient la force de ce rituel ? Première apparition de l'isoloir sur les écrans, ce film date de 1913, l'année même de l'adoption des lois sur le secret du vote. Tourné pour les actualités cinématographiques françaises, il visait à former les électeurs au nouveau protocole. C'est désormais l'électeur qui met le bulletin dans l'urne. Après la Seconde Guerre mondiale, le candidat sacrifiant au rituel du vote, comme tout citoyen, devient l'image incontournable des soirées électorales. À voter. Aujourd'hui, quand vous allez voter, il n'y a plus d'urne en bois, enfin, sauf quand c'est pour le conseil des parents d'élèves à l'école. Elles ont été remplacées par ces urnes transparentes, qui sont assez récentes puisqu'elles ne datent que de 1991. Alors c'est parfait pour le secret du vote, puisque là, impossible de dissimuler un double fond. Et vous pouvez remarquer qu'il y a 2 serrures avec 2 clés, chacune dans la main d'une des personnes du bureau, et on ne peut ouvrir et fermer qu'en actionnant les 2 clés ensemble. Actuellement, on se pose la question de la disparition de l'isoloir, de l'urne, au profit du vote électronique. L'argument souvent présenté serait de lutter contre l'abstention. Bon, les motivations, ne nous le cachons pas, sont d'abord économiques. Le matériel de vote, les bulletins, les enveloppes, ça coûte très cher. Et avec le Covid, il y a aussi des arguments sanitaires qui s'ajoutent en faveur du vote à distance. Ça pose un certain nombre d'autres problèmes et soulève des débats, la fracture numérique, la sécurité du scrutin. Et ce qu'on constate quand on regarde les élections par vote électronique, les élections professionnelles, c'est que loin de lutter contre l'abstention, ça a plutôt même tendance à la renforcer. Alors c'est pas la seule explication, mais ça montre que finalement, le rituel, il est peut-être important. Et toi, tu as voté pour qui? À l'heure de l'interpellation par les réseaux sociaux, et tandis que le vote apparaît de plus en plus comme une affirmation de soi, l'expression d'une voix singulière davantage que d'un vœu politique, la bataille pour le secret du vote est peut-être à recommencer. Mais n'est-ce pas ainsi que se définit la démocratie, qui est moins un régime qu'une tâche et une exigence? En déritualisant l'acte de voter, ne risque-t-on pas de le ramener à une habitude domestique? Ce dilemme est aussi vieux que le suffrage universel. C'est ce qu'a montré Pierre Rosanvallon dans son livre paru en 1992, Le sacre du citoyen. Car le secret du vote éprouve à la fois le pouvoir d'un peuple introuvable, la rationalité d'une société des égaux et la subjectivité d'individualité libre. En corrigeant l'adage « un homme, une voix » en « une personne, un vote », on ne tient pas seulement compte de la fin du privilège masculin, on exprime le compromis instable entre le nombre et la raison qui fonde
l'idée même de suffrage.